d'être présents si nombreux ce soir, malgré un temps qui n'est pas favorable pour nos vœux, pour nous entendre aussi vous présenter nos vœux sur cette nouvelle année 2025. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur d'avoir votre soutien et de vous avoir parmi nous. Je voudrais qu'on vous applaudisse. Alors vous le savez, ils viennent de se présenter. Moi je suis entourée d'une équipe formidable. Je voudrais excuser juste l'absence de Régis Caudron qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais avec Eric, Pascaline, Sylvie, Volcan, on défend les intérêts des Corbeillers-Saunois à corps et à cri. Et on est là pour vous. Vous le verrez. Il nous faudra tenir bon face aux vents anxiogènes actuels, qu'ils soient nationaux ou locaux, car jamais nous n'aurons connu une instabilité démocratique aussi forte. L'année 2024 est une des années les plus chaotiques, entre les guerres à l'Ukraine, le chaos au Moyen-Orient, les dissolutions de l'Assemblée nationale, la France qui n'a pas de budget, enfin c'est tombé aujourd'hui. Enfin, nous avons un budget. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, c'est quand même bien éloigné de notre quotidien, mais parce que tous ces événements impactent notre quotidien. Et notre quotidien, c'est avant tout les rues de Corbeil-Essonnes. Et là, il va nous en falloir de la résilience, car jamais nos rues n'ont été aussi sales, aussi délaissées, aussi abandonnées et à tous les niveaux. Donc 2024 a été l'année qui a révélé la dérive dans laquelle s'est engagée notre ville. Que ce soit une dérive financière, un budget insincère que nous avons dénoncé à Madame la Préfète, les mensonges qui ont été proférés sur l'octroi de subventions alors qu'il n'en est absolument rien, l'impact de l'augmentation des bases locatives qui se cumule avec la hausse de l'année précédente sur les finances locales, la hausse inconsidérée de la masse salariale, vous verrez, c'est une dérive qui en plus on s'enchaîne avec un poids au pied, je ne sais même pas comment on peut sortir de cela, ça va être une vraie catastrophe pour notre ville, le lancement des projets non financés, j'en parle, il y en a tellement, c'est terrible. Une dérive opérationnelle dans une organisation qui fonctionnait. Donc là, on avait un cadre, on en a recruté 3 à 4. Pour le même service, je prends un service tout simple, service de la direction jeunesse et sport. Aujourd'hui, on a un directeur de la jeunesse, un directeur des sports, un directeur des quartiers, un directeur de la vie associative. Donc tout ça, bien évidemment, payé avec nos impôts. Pour quelle efficacité, on se le demande. Une chasse aux sorcières qui est faite dans le personnel municipal, qui est extrêmement maltraité. J'ai une très très forte pensée pour le personnel municipal, parce qu'en fait, depuis 2020, il y a une vraie chasse aux sorcières qui se fait au sein du centre du NCA, du nouveau centre administratif, et s'ils n'ont pas démérité, ils ont travaillé pendant des années pour notre service. La ville a sorti des milliers de projets, il y a eu des millions d'euros d'investis dans cette commune sur les 20 dernières années. Et en fait, ils ne méritent pas ça, ils méritent tout notre respect et notre considération. Enfin, je ne vous parle même pas de la gestion de la propreté. Un millefeuille dont on ne sait même pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Nous avons un service de la propreté urbaine, nous avons créé une brigade verte qui n'est pas assermentée, nous avons une brigade d'intervention rapide, nous avons renégocié le marché privé de nettoiement de la ville qui est passé de 9 millions d'euros hors taxe à 12 millions d'euros et il ne permet encore pas de couvrir l'intégralité des besoins de la ville, à se demander ce que les 30% d'augmentation ont permis. Et on a encore des manquements sur le marché et d'ailleurs l'assistant à maîtrise d'ouvrage a lui-même signifié que le marché était trop cher. Merci beaucoup. En effet. Et on a les services de Grand Paris Sud. Je ne vous le parle pas des encombrants qui traînent partout sur toutes les routes. On ne peut pas circuler si on est une personne en situation de handicap. On ne peut pas rouler sur les trottoirs. Si on est au circulé, si on a une poussette, on ne peut pas circuler. C'est inadmissible. Les dérives en matière d'urbanisme. Alors là, les projets majeurs contre lesquels nous allons nous porter en défense, en tout cas, on va s'y opposer très fermement, c'est 700 logements, des tours, R+8. Ça, le maire n'en parle pas. Quand il présente Elio, il explique qu'on va réaménager Elio, ça va être super, il y aura de la dépollution. Il oublie juste de vous dire
il ne vous dit pas tout en fait. Expliquez ce que oui, ça veut dire. C'est que ça va être des bâtiments de 8 étages, plusieurs bâtiments, entre 5 à 8 bâtiments de 8 étages, sur un terrain très exigu. Pour vous donner un exemple, 15 hectares la papeterie, il y a eu 1500, je crois, 2000 logements. Là, sur 4 hectares, ils ont prévu 700 logements qui vont être bâtis par séquence, qui est le bailleur social de la Caisse des dépôts. Donc, un nouveau quartier à 500 mètres de la gare, future plaque tournante du deal et du narcotrafic en Essonne. Je peux le mettre. Et je ne vous parle pas alors. Il y a aussi un projet sur lequel il dit très régulièrement qu'il n'est pas, comment vous dire, qu'il arrête de construire, que c'est pas un maire bétonneur, et qu'il prend l'exemple souvent, mon conseil, où il a fait arrêter 3 bâtiments qui devaient être prévus normalement. Ce qu'il ne vous dit pas, là aussi, c'est que ces bâtiments, il n'y a pas de renonciation à la construction. La construction est déportée ailleurs. C'est-à-dire qu'il a prévu de reconstruire ces 3 bâtiments en centre-ville. Ça, il ne vous le dit pas. Donc en fait, ce n'est pas un stop du béton, c'est un report ailleurs de la construction. D'ailleurs, il a arrêté la construction de ces 3 bâtiments à mon conseil, avec un parc énorme de 4000 m² derrière, pour agrandir ce parc qui n'est ni entretenu, ni utilisé, sans mobilier. Donc avant de faire ça, il aurait quand même pu passer un petit peu de temps pour pouvoir aménager pour les familles, pour les jeunes, pour les seniors, cet espace de 4000 m² qui mériterait justement d'être mis en valeur pour les familles du quartier. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ah, je voulais vous parler du personnel communal. Je vous avais mis un petit slide rapidement. Parce que le personnel communal, moi j'ai une fonction de DRH, ça me tient particulièrement à cœur et ce qui se passe dans notre ville est juste anormal. Et en fait, on a une hausse de 18%. On a pris 7 millions d'euros. 7 millions d'euros en 4 ans. 7 millions d'euros. 15% d'augmentation. Quelle commune peut aujourd'hui se payer cette augmentation? Eh bien, Corbeil-Essonnes semble être une ville riche, puisque nous avons les moyens de nous payer cela. Alors on l'a payé, 2023, 20% d'augmentation d'impôts, et on continuera de le payer. Et on le voit très nettement avec la courbe, et on atterrit cette année. Alors j'ai reçu le débat d'orientation budgétaire, qui va être le bilan de l'année 2024, on l'a reçu à 17h. Et donc je peux vous dire que l'atterrissage du budget du compte administratif, il est à 49 230 000 euros. Donc il n'est pas très loin de ce qu'il avait prévu au budget, les 49 750 000. 7 millions d'euros. Sans compter ce qu'on appelle, alors je ne vais pas vous parler de trop de technicité, ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, qui est un effet mécanique d'augmentation de la masse salariale, parce que les personnes avancent dans leur carrière, augmentent d'échelon, et donc assez naturellement, la masse salariale est vouée à grandir. En 2019, la Cour des comptes avait demandé à la ville de diminuer sa masse salariale. C'était une recommandation très forte de la Cour des comptes. Et on voit le résultat que l'on a aujourd'hui. On a fait un bond de 20 ans en arrière. Ça, cette augmentation-là, elle est catastrophique parce qu'on enchaîne des boulets. Se séparer d'un fonctionnaire, c'est très difficile. Donc, à minima, si en plus on a des fonctionnaires qui sont sur les fonctions les plus nécessaires pour la ville, si on avait des personnes qui soient à la propreté urbaine, si on avait des services, je ne sais pas moi, une mairie annexe qui soit ouverte à Mairie d'Essonne, si on avait des services, la mairie annexe à Moulin-Galant qui soit ouverte, mais même pas. Donc ces 7 millions d'euros, à quoi ils servent? En fait, on n'a pas de problème pour payer des impôts. Moi, j'ai aucun sujet pour payer des impôts. Au contraire, il faut participer à la solidarité nationale, c'est normal, et la solidarité locale. Et si on peut les payer, c'est normal. Mais par contre, j'ai besoin de savoir à quoi ils servent. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'ils servent à faire la fête à outrance. Alors faire la fête, oui, mais pas quand on a des villes dans cet état-là. Ça, ce n'est pas normal. Et ça ne va pas finir en s'améliorant, malheureusement. Alors, on me dit qu'il faut que je parle plus fort. Je ne parle pas très fort. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que vous pouvez vous dire, mais c'est bien l'opposition.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, l'opposition, pendant tout ce temps-là? Eh bien, nous, notre rôle, c'est d'informer la population. Donc, on a fait des réunions publiques pour vous dire à chaque fois, tous les ans, la situation des finances locales. Donc, on en fera très certainement une, on en fait au cours du mois de mars ou d'avril, pour vous informer spécifiquement sur les finances de la ville et les grands projets qui sont prévus. On distribue des tracts, on fait aussi des réunions au-delà des réunions publiques pour pouvoir vous tenir informés, et on fait la tribune dans le magazine de la ville. N'hésitez pas à le lire. On alerte le préfet et la Cour des comptes systématiquement. Systématiquement. Il y a des dossiers qui sont montés de manière anormale. Le budget de la ville est insincère. Je l'ai écrit à la préfète, à la Cour des comptes et au maire. On défend vos intérêts en conseil municipal, puisqu'en fait, tous les mois, on se retrouve pour préparer le conseil municipal. Parce qu'on n'est pas l'opposition qui vient tranquillement comme ça, on a vu la lumière, on est rentré. Non, on prépare, parce que vous nous avez confié un mandat dont on est très fiers, et donc on a envie de porter en responsabilité. Donc on prépare nos dossiers avec sérieux, avec compétence, pour pouvoir avoir justement des interventions pertinentes, pour pouvoir défendre les intérêts et l'intérêt collectif des habitants. On vient à votre rencontre, on fait du porte-à-porte, on distribue les prospectives. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de ne pas être déconnecté du terrain, c'est de répondre à vos besoins. Nous, quand on est en conseil municipal, on porte votre parole, nous sommes vos représentants. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin d'avoir des précisions, n'hésitez pas à nous solliciter, on est à votre service. Et enfin, alors ça c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que comme il a tendance à ne pas suivre la réglementation, on rappelle systématiquement au maire ses obligations légales. Et il a un petit peu de mal à fournir les documents qu'il doit produire en conseil municipal pour informer la population de tout ce qu'il fait. Donc on a des demi-informations. Alors il a beaucoup de mal à donner tous les documents qu'il doit nous présenter, mais on ne lâche rien. Sachez qu'on lui demande systématiquement jusqu'à ce que nous obtenions les documents qu'il doit présenter au Corbeil-Essonnois. Alors nous sommes une équipe sur le terrain, à votre service, et on défend les intérêts collectifs des habitants. 2025 sera combative, car nous avons beaucoup de combats à poursuivre. J'en ai mis quelques-uns, mais pour que vous puissiez les lire, je ne les ai pas tous mis, il y en a tellement. Parce que oui, nous nous battrons contre le projet d'urbanisation à outrance des lieux, dont je vous ai parlé, les grands moulins, qui amènent en plus des nuisances en termes de circulation. Quand j'ai une mère de famille qui me dit qu'elle fait Moulin-Galant ou le pressoir Pont pour aller travailler à la rive droite et qu'elle met 40 minutes pour traverser la ville, c'est inadmissible. On n'est pas tous à vélo. Certains ont besoin le matin pour aller déposer leur enfant, de prendre leur véhicule, de déposer leur enfant pour aller travailler. C'est pas un gros mot, le travail. Moi, c'est une valeur qui m'est très chère, le travail. J'ai grandi dans le travail et les gens se réalisent aussi par le travail. C'est comme on l'accompagne. Le travail, c'est une valeur sociale. Et c'est là où, en fait, il y a un manque de rigueur, un manque d'autorité de la part de cette équipe, et il faut revaloriser le travail. Le projet du CTM, le centre technique municipal, je ne sais pas si tout le monde est au courant, il va arriver au Coudray-Monceau. Alors, il faudra qu'on m'explique comment la balayeuse, elle va aller nettoyer les Tarterets, du coup, en passant la Nationale 7 à 8 h le matin, dans la circulation qu'on a. Elle va arriver là-bas, elle n'aura plus d'essence. Ils vont la ramener avec une dépanneuse. C'est des projets aberrants, sans concertation. Rien ne nous a été présenté à aucun conseil municipal. On n'a ni avant-projet sommaire, ni projet de ce que sera ce CTM. Il était même parti au départ pour déposer une déclaration de travaux. Rendez-vous compte, c'est le minimum de l'obligation qu'il doit faire. Personne ici, même s'il veut changer un Vélux chez lui, il doit déposer un permis de construire. Alors, le roi est plus royaliste que le roi, c'est inadmissible. On s'est battu. J'ai écrit à la préfète
en disant qu'il y avait une modification des planchers, une modification des façades, une modification de destination. N'est pas normal qu'il n'y ait pas un permis de construire. Et donc, cet été, tranquillement, dans les informations du maire, il a déposé un permis de construire pour ce projet. C'est une bataille qu'on a gagnée. Et c'est parce que ça va lui permettre justement d'avoir un dossier. Il est contraint de faire les études, les impacts, les dossiers nécessaires pour que la population soit aussi protégée de ces décisions qui sont ubuesques. Parce que ce CTM, alors je vous le dis, hein, il est sous-évalué financièrement et en termes de capacité d'accueil. Normalement, quand on construit aujourd'hui un CTM, c'est pour rassembler tous les services, à minima. Et donc, on n'aura même pas la capacité de pouvoir mettre tous les services de la ville dans cet espace. Pourquoi on fait un CTM là-bas? Simplement parce qu'il avait envie, la lubie, de se dire, bah tiens, cet espace qui était destiné par l'équipe précédente à une salle des fêtes, eh ben, je vais les empêcher de faire une salle des fêtes là-bas, on va aller faire le CTM. C'est juste une question de rancœur et de vengeance. Aucune ambition pour la ville. Non, c'est un maire sans vision. Sous-financé, pourquoi sous-financé? Parce que figurez-vous, c'est l'objet justement de la dénonciation que j'ai faite à la préfète. En 2024, il fait voter une décision au conseil municipal où il le fait financer par la région à hauteur d'1 million d'euros. Il le met dans le budget de la ville, ce million. Et quand j'appelle la région pour leur demander où ils en sont, eh bien, il me dit ce dossier n'a jamais été déposé. Mais il est dans le budget qu'il fait voter. Ah, il le sait pertinemment. Il n'a jamais déposé le dossier de demande de subvention. Donc le budget est de fait déjà déséquilibré d'1 million d'euros de ressources, puisque c'est une aide qu'on n'aura pas. C'est une vraie... Enfin, ce projet, il va être catastrophique. Il a démarré à 15 millions d'euros, il s'est retrouvé à 7 millions d'euros, il a 5 millions d'euros aujourd'hui. Donc il baisse, mais ça c'est juste pour pouvoir le lancer les travaux. Le point final, il va tripler, et c'est nous qui le paierons. La propreté urbaine, on s'en est parlé, je vous en dirai pas plus. La sécurité des biens et des personnes, aujourd'hui, il n'y a pas une femme qui est capable de circuler dans la ville sans qu'elle soit regardée bizarrement, soit maltraitée, soit agressée verbalement, physiquement, et je ne parle pas que du quartier de la gare. C'est-à-dire, moi je rentre des fois à la gare à 21h, heureusement que j'ai ma famille qui vient me récupérer, parce qu'on n'est vraiment pas en sécurité. Il y a des risques, il y a des bagarres tout le temps. On a un vrai sujet sécuritaire sur Corbeil-Essonnes. Il était prévu un commissariat de plein exercice. On en est où? Ah ben il est passé dans les limbes parce que ce maire ne veut pas de la sécurité. Ça ne l'intéresse pas. Il préfère faire la fête. Chacun ses priorités. La rénovation des écoles. Les précédents mandats ont amené 69 millions d'euros dans la rénovation des écoles. Depuis qu'on est là, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour les écoles, ils nous disent qu'ils ont acheté des rideaux. Rendez-vous compte, monsieur Michel Nouet, adjoint au maire, m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a dit, on a acheté 120 000 euros de rideaux. Voilà. Bon. Et le PAV. Le PAV, c'est le plan d'accessibilité sur les voiries, l'environnement. Il y en a un qui le connaît bien là-bas, monsieur Brose. Il connaît très très bien le PAV. C'est pour les personnes en situation de handicap. Ce PAV, c'est le plan d'accessibilité, c'est pour les personnes, c'est pour la mise en conformité de la ville à l'accessibilité de tous. Donc pour les personnes en situation de handicap. On a eu le projet, mais il ne veut pas le passer au conseil municipal. On n'arrête pas de lui demander pourquoi. Parce que ça, c'est 1,3 million d'euros à réaliser, à mettre dans le budget, dont 400 000 euros de travaux urgents. C'est un dossier qui a été présenté en 2021. Alors l'urgence des travaux, on les attend toujours, parce que ce dossier, il n'est toujours pas présenté, il le reporte de conseil en conseil. Par contre, les personnes en situation de handicap, elles ne se reportent pas, elles ne disparaissent pas, elles sont toujours là, et elles ont du mal à circuler dans la ville, et elles ont du mal à... Et ce sont les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, celles qu'on doit le plus aider, et on n'est pas au rendez-vous. Et moi, ça, je ne suis pas d'accord qu'on ne soit pas au rendez-vous pour aider les personnes les plus vulnérables. Et donc, faire voter le PAV, ce sera un combat de 2025. Faire respecter la démocratie. Alors, moi, je ne vous parle pas des conseils municipaux pour ceux qui regardent, où on se fait incendier à chaque fois qu'on prend la parole.
Quand il y a des réunions publiques où il y a 50 personnes, on nous explique qu'il y en avait 300, que c'était génial, mais que les gens étaient juste là pour se plaindre, j'en ai fait plein, des réunions publiques du maire. Les gens se déplacent pour se plaindre, pour lui expliquer qu'il n'est pas au rendez-vous, qu'ils veulent une ville plus propre, qu'ils veulent une ville plus sûre, qu'ils veulent une ville où leurs enfants peuvent étudier sereinement et grandir et réussir. Alors, on n'a pas beaucoup de résultats par contre derrière, mais alors il écoute. Il écoute. Les routes. J'ai pas vu beaucoup de routes rénovées. La prochaine, on a beaucoup de chance. La rue d'Angoulême va être rénovée. Pourquoi? Parce que GRDF fait des travaux. Et donc c'est eux qui vont payer la rénovation de la route. Et donc profitons-en. Mais s'il faut attendre à chaque fois qu'il y ait des travaux d'EDF ou de GRDF pour qu'on ait des travaux, on n'a pas fini de rénover nos routes. Et au moins ils auraient pu bénéficier de l'enfouissement des réseaux, mais même pas. Ils n'ont même pas négocié l'enfouissement des réseaux. Il n'a pas voulu. Vous vous rendez compte? Nous avons parlé à la réunion là, dernièrement, là, il n'a pas voulu. Ben voilà, c'est inadmissible. 1000 €, pas beaucoup, c'était même pas un gros truc. Mais parce que c'est pas lui qui payait, c'est GRDF. Si c'était les habitants, nous, on l'aurait enfoui. Ou à la rigueur, on aurait négocié avec GRDF pour leur dire, ben, les 50 000, on les paye, mais on arrête cette pollution visuelle. On enterre. Eh ben non. Donc, combattre la fiscalité punitive. La fiscalité, elle doit aider. Elle doit aider, elle doit soutenir, elle ne doit pas être punitive. Et maintenir nos charges de fonctionnement, les dépenses inconsidérées, on n'a pas les moyens. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. On doit être encore plus rigoureux avec l'argent du contribuable. Parce que l'argent public, ce n'est pas notre argent, c'est le vôtre. Donc on doit faire les dépenses utiles. Chaque euro doit être utilisé pour les dépenses utiles à tous, au collectif. Ce qui n'est aujourd'hui encore pas le cas. Et les associations. Moi j'ai une pensée pour la boxe anglaise. Je ne sais pas s'il y a des personnes de la boxe anglaise qui sont là. Mais c'est une association centenaire. L'ASE Boxe Anglaise. Centenaire. C'est une association qui a sorti des champions internationaux. Et le résultat, c'est qu'on leur a juste coupé les vivres. On leur a dit, vous n'avez plus de salle pour vous entraîner. Alors, des boxeurs qui n'ont plus d'endroit où s'entraîner. Ils vont ailleurs, madame. C'est la preuve, j'en ai dans ma famille qui font la boxe. Ils sont même des champions. Eh ben voilà. Ils sont partis à Ivry. Ils vont à Ivry, ils vont dans les villes d'à côté. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh ben, parce qu'il a créé une autre association qui était pour lui. Et donc, il a tué une association centenaire pour des décisions purement politiques. C'est inadmissible de prendre de telles décisions dans la ville. J'ai mis des petits points parce que je pourrais vous en parler toute la soirée, mais je sais que vous allez avoir faim et soif. Un mot sur le sport, parce que c'était ma délégation. Et effectivement, nous, on n'a jamais fait d'instrumentalisation politique sur le sport. C'est-à-dire qu'on ne regardait pas la couleur du président ou des adhérents. On regardait les résultats, l'implication, si le club respectait la mixité garçon-fille, si ils recrutaient des adhérents sur toute la ville. Donc on avait un certain nombre de critères pour attribuer les subventions, mais en aucun cas il y avait une instrumentalisation politique. Et donc là c'est grave parce que effectivement ceux qui ne sont pas de leur bord politique, eh bien, on essaie de les sabrer. Samira en a fait la meilleure expérience puisqu'elle est présidente aussi de la SCE Tennis. Donc ils ont divisé sa subvention par 2. Donc ce qui est complètement scandaleux. Et donc on devait aussi refaire la piste d'athlétisme. On n'a pas vu le jour. Un autre gymnase, on ne les a pas vus non plus. Donc c'est toujours des promesses et derrière, il n'y a pas grand-chose sur lequel on peut s'appuyer. Donc voilà, le sport c'est quand même un levier important en termes d'intégration, de mélange, d'effort, de goût de l'effort, et en aucun cas on doit l'utiliser pour faire une bataille politique. Donc c'est inadmissible d'avoir instrumentalisé comme ça les associations sportives. Merci Eric pour ces précisions. Mais il y aurait tellement de choses à dénoncer. Quand on entend, en ce moment, la petite musique, c'est quand on est arrivé, il n'y avait pas d'argent dans les caisses de la ville.
Et pourtant, il a réussi à acheter le Clos des Pinsons, 2,5 millions d'euros, cash, alors que la valeur des domaines était à 1,5 million. 70% de plus que la valeur du bien. Et pour y faire quoi? Un hypothétique collège engoncé dans la Nationale 7, qui ne se fera peut-être qu'en 2032. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2021, nous sommes propriétaires de cet espace. Il est gardienné aux frais du contribuable, il est entretenu aux frais du contribuable, et on n'a plus de rentrée de taxes foncières, puisqu'on l'a acheté. Donc voilà, il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais pas pour tout le monde. Le collège, comme vous le savez, c'est la compétence du conseil départemental. Et donc le conseil départemental a les caisses vides, comme beaucoup de collectivités territoriales. Et moi, je me suis rapproché, il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, du président du conseil départemental, du vice-président chargé des collèges, et qui en fait, voilà, monsieur Jérôme Béranger, et qui m'a expliqué que pour l'instant tout le planning de construction de collèges était décalé parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc ceux qui étaient inscrits comme Corbeil-Essonnes, qui étaient relégués au 5-6e rang, bah, tout cela se sont vus disparaître de la liste parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc pour l'instant, le 5e collège de Corbeil-Essonnes, qui n'est pas le 5e parce qu'il y a déjà le 5e collège, il y a le collège Saint-Spire. Donc qui serait le 6e collège, n'est pour l'instant pas budgétisé, donc on ne sait pas jusqu'à quand ils devront entretenir, payer les fluides et puis gardienner les pinsons. Et nous, je rappelle que ce qui était prévu avec Jean-Pierre Bechter au Pinson, c'était de faire un centre aéré pour y accueillir les enfants du centre-ville et puis d'avoir un peu d'espace vert, un poumon pour qu'ils puissent s'ébattre un peu, s'épanouir et profiter des espaces. Merci Eric, parce qu'en fait, même s'il n'y a plus d'argent et que le conseil municipal ne peut pas faire ce collège, nous on les paye les charges en attendant. On les supporte et on savait pertinemment de toute façon que ce collège, il ne pourrait pas se faire dans ce lieu. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. J'ai reçu le débat d'orientation budgétaire cet après-midi. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour 2025. C'était la bonne nouvelle de 17h. En espérant que ça ne change pas dans le budget. Là, c'est le débat d'orientation budgétaire, ils n'ont pas prévu d'augmentation du budget. Et je voulais vous partager justement, dans le débat d'orientation budgétaire, j'ai extrait deux slides, je ne sais pas si vous les voyez, et on voit très très bien ce qui se passe à Corbeil-Essonnes. Ça, je vais vous dire très rapidement. Ça, c'est les dépenses de fonctionnement. C'est les charges, c'est le personnel municipal, c'est tout ce qui fait fonctionner la ville au quotidien. Et on voit que les dépenses de fonctionnement entre 2018 et 2024, elles ont pris 20 millions d'euros. 66 millions, 80 millions, et qu'elles augmentent inexorablement. Entre 2021 et 2022, elles ont pris 5 millions. On peut comprendre qu'en 2023, ils ont mis la taxe foncière, ils l'ont relevé un peu, hein. Mais on voit la tendance, voilà. Et là, c'est exponentiel. Hein. Ça, c'est les charges de fonctionnement. Quand je vous disais qu'on s'est mis des boulets aux pieds, c'est ça. Parce que je vais vous présenter la deuxième slide. Ça, c'est les charges d'investissement. L'investissement, c'est ce qui permet d'avoir une ville dynamique, une ville où on investit, une ville qui se renouvelle, une ville qui vit. Et bien, on est passé de 24 787 000 en 2018 à 16 millions en 2024. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'il se passe à Corbeil-Essonnes. Ce sont les documents du débat d'orientation budgétaire 2025, que je peux transmettre à qui le veut. Donc on est bien dans une situation où le fonctionnement est en train d'exploser et où l'investissement
où là où on doit faire grandir, faire vivre notre ville, c'est en train de diminuer, ça disparaît. On est une ville qui est en train de mourir. J'étais hier au vœu du maire de Mennecy. Je me suis dit, je vais aller voir comment ça se passe dans une autre ville. Je me suis dit, mais c'est une autre planète. Entre les vœux de notre maire au Palais des Sports, où j'ai entendu beaucoup de blabla, très peu de réalisations, et en fait, il n'y a rien de concret. Ah ben, je peux vous dire que, alors, Mennecy, 16 000 habitants, Corbeil, 54 000. 16 000 habitants, 26 millions d'euros de budget, chez nous, 100 millions. Ils ont 16 millions d'euros d'investissement. La même chose que nous. 16 000 habitants. Figurez-vous, tout simplement parce que le maire travaille. Parce que ce maire, il va chercher des subventions. Parce que ce maire, il monte des dossiers. Parce que ce maire, il s'intéresse à ses habitants. Parce qu'il a envie de faire grandir sa ville. Alors il peut être controversé sur ce qu'on dit. Par contre, il y a un bilan, très clairement. Il y a un bilan. Aujourd'hui, je me dis, nous, on est la deuxième ville du département. La deuxième ville du département a autant d'investissements que la ville de Mennecy. Et moi, j'ai honte, en fait. Et je me dis, comment, dans cette équipe municipale, ils peuvent laisser faire ça? Comment est-ce qu'ils peuvent laisser partir en décrépitude notre ville de cette manière? À nous de nous réveiller. C'est à nous de prendre les choses en main et de leur dire qu'on a besoin que notre ville se réveille. On a besoin de se prendre en main. Parce que sinon, je peux vous dire que le prochain mandat, je ne sais pas où on va finir. Aujourd'hui, on suit les traces de Grigny, très clairement. Donc c'est l'ambition personnelle du maire, c'est pas la mienne personnellement. Et je pense que c'est pas celle de tous les propriétaires de la ville, notamment. Alors pour ma part, j'ai envie de vous dire que malgré les dépenses perpétuelles que je subis, sur toutes les prises de parole que je fais en conseil municipal, qui mettent le maire face à ses devoirs, qu'il ne remplit pas, face à ses incohérences, face à son incompétence, eh bien je continuerai de remplir le mandat pour lequel vous m'avez fait confiance. Pour l'heure, par défaut de construire un vrai projet de territoire pour notre ville, eh bien je défendrai nos intérêts pour limiter la ruine qu'il a entamée et de tout ce qui a été construit jusque-là avec sérieux et avec engagement. J'ai envie de vous partager un chiffre. Gardons à l'esprit, tout de même, que l'équipe actuelle n'a été élue qu'avec 16% des inscrits. 16% des inscrits qui nous amènent à cette situation-là. Ce qui signifie aussi que 80% des Corbeil-Essonnois ne leur ont pas fait confiance. C'est important, il faut le savoir. Alors oui, nous serons de la bataille des municipales de mars 2026 pour faire à nouveau de notre ville un lieu où il fait bon vivre, où les travailleurs et notamment les femmes peuvent prendre le train à toute heure, sans se faire agresser verbalement ou physiquement. Une ville où l'on a plaisir à se promener pour y découvrir des commerces de proximité qui partent en... C'est pareil, le commerce, je pourrais vous en parler. Une ville où nos enfants, ou nos petits-enfants, vos petits-enfants, pas les miens encore, auront toutes les chances pour leur avenir, parce que c'est notre avenir. Avec les moyens, donner les moyens à la jeunesse de réussir. C'est possible, croyez-moi, et cela ne dépend que de nous. Alors je voulais vous partager une phrase pour terminer, parce que mieux que personne ici, nous savons que l'Essonne, et particulièrement Corbeil-Essonnes, avec Safran, est une terre d'aéronautique. Alors je conclurai avec cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que le pessimiste voit dans... Ah oui, j'ai eu une petite faute. Voit des opportunités, des difficultés, là où l'optimiste voit des opportunités dans la difficulté. Alors nous sommes optimistes et nous le serons pour vous. Bonne année à tous. Merci encore de votre présence et de votre soutien.
j'estime qu'on a des enfants, mais le seul problème qu'il y a, c'est des problèmes de bus, parce qu'il y a des enfants de mon conseil, parce que moi j'ai mon enfant qui est à l'école, et à ce moment il y a des enfants qui ont des heures de l'école, mais le problème c'est que les bus ne passent pas à l'heure. Ils ont tout changé, les bus, les horaires, et nous on en a marre, le groupe de Corbeil, qu'on est obligé de se défendre par rapport à ça, parce que nous on sait à quelle heure que les enfants ils perdent, on sait à quelle heure qu'ils commencent, mais le seul problème qu'il y a, on en a parlé déjà avec monsieur le maire, pour moi, je pense qu'il ne fait rien pour les enfants. Il n'y a rien à Corbeil. C'est vraiment une misère pas possible. Il n'y a pas de parc, il n'y a pas de sport, il n'y a rien. Les enfants, ils sortent, mais c'est pas comme avant. C'est vraiment mort, quoi, le quartier. Ils ne viennent pas du tout, des fois. Du tout. Hein. Alors c'est un bon sujet, les transports. C'est ça le problème. Et les bus, c'est un excellent sujet, on n'en a pas parlé. Parce que oui, c'est un problème, les bus. Parce que dans une ville où on ne veut pas de voiture, il faut à minima développer le réseau de bus et les réseaux de transport, les autres modalités douces de transport. Et écoutez, on va écrire, nous. Nous, on va écrire. Parce que je pense que si s'il faut pour cela que tout le monde écrive, on fera. On va écrire aux sociétés de bus pour leur faire remonter le mécontentement des habitants. Alors je sais qu'il y a une réunion qui s'est tenue, il y en a eu 2. Et on a l'ancien vice-président de la région au transport qui a reçu pour recadrer justement les sociétés de bus. On espère que ça va, ce qui est d'ailleurs le maire de la ville d'Ivry-Courcouronnes, la ville d'à côté, on espère que ça va porter ses fruits. Alors, notre maire, moi j'ai des doutes parce qu'il fait beaucoup de blabla et je vois pas beaucoup de réalisations, ni beaucoup d'efficacité ou de résultats, mais j'espère en tout cas, moi je ne suis pas une opposante qui s'oppose. Moi, je suis une opposante constructive. Nous sommes une équipe constructive. Donc, si l'action du maire peut permettre d'améliorer le quotidien des habitants, moi, je ne demande que ça.